Alors bonjour, bienvenue sur la chaîne. Alors en ce moment c'est particulièrement agréable. On a un gros pic de chaleur mais qui est soudain, donc ça c'est pas top pour nous parce qu'on a du mal à s'adapter. C'est trop brutal. Par contre, si vous avez un jardin et que vous avez planté plein d'arbres, et bien en fait là vous bénéficiez de tout le bénéfice de l'arbre en ce moment. C'est là vraiment où vous allez le profiter le plus. Parce qu'en fait la terre est encore froide. Les arbres captent la chaleur froide du sol et la renvoient à travers leurs feuilles et fait baisser la température ambiante de votre jardin. Et là, ça devient super agréable. En ce moment, en plus, on a le chèvrefeuille qui est en fleurs, donc c'est l'odeur du bonheur. Et on a les cerises qui vont être merveilleuses, puisque en ce moment, le soleil, quand il pleut pas, enfin, on est pile au bon moment du soleil pour faire maturer les cerises au maximum. Donc là, elles sont en avance, comme jamais, et elles vont être très sucrées. Donc en ce moment, qu'est-ce qui fructifie? On est le 25 mai. En ce moment, c'est Napoléon. Alors je vais vous montrer. Alors combien d'arbres il faut planter? C'est quoi les? Il n'y a pas que ça comme avantage sur les arbres. Si vous avez un terrain, par exemple, si vous avez un petit terrain à 1000 m², eh bien, vous divisez par 10 et il va falloir planter 100 arbres. Voilà, c'est le bon ratio. Plus votre terrain est grand, plus vous pourrez diminuer ce ratio. Parce que tellement c'est grand, vous pourrez vous permettre de diminuer un peu le ratio. Moi j'ai 1800 m² et je dois avoir 150 arbres. Vous voyez, et je cherche à en mettre plus, mais j'ai du mal à trouver de la place. Mais parfois c'est fou parce que n'écoutez pas les conseils des gammes verts ou etc. Parce que j'ai un prunier qui pousse à 50 cm d'un abricotier. Et les deux cohabitent parfaitement. Comprenez bien ça. C'est un peu comme un chien avec des canards. S'ils ont été élevés ensemble dès tout petit, le chien ira pas manger les canards. Sauf si c'est une espèce très prédatrice, mais ça peut arriver, il faut faire attention à l'espèce. Mais en principe, ça va être des amis. Et le chien va défendre les canards, les prédateurs. Pour les arbres, c'est un peu pareil. S'ils sont nés ensemble, ils vont être copains. Il y a des exceptions. C'est les noyers, puisque c'est des arbres particulièrement imposants. Et eux, ils sont pas très copains. Vous avez aussi les amandiers qui vont défendre leur territoire aussi, même contre leur descendance. Donc ils vont avoir tendance à pousser un peu. Quelques arbres comme ça à coque, mais les autres, ils cohabitent très bien. Hein. Vous mettez cerisier et prunier, complètement copains, hein, en plus, et abricotier. D'ailleurs, vous avez, je crois que c'est utilisé beaucoup comme porte-greffe, le prunier, donc pour lutter contre certaines maladies, je sais plus quoi. Donc ça, c'est trois espèces qui s'entendent très bien, très proches l'une de l'autre. Vous pouvez faire de la haie fruitière dense en mélangeant ces espèces. Et vous avez pommier poirier. Alors pommier poirier, le pommier il prend un peu d'espace, faut le laisser un peu s'exprimer quand même. Mais vous pouvez serrer tous les 3 mètres quoi, sur du pommier. Voilà, poirier, pareil. La différence entre poirier et pommier, c'est que le poirier va pas supporter les sols humides, trop humides. Alors que le pommier, lui, va beaucoup plus supporter les terres lourdes, humides l'hiver. Le poirier, lui, va être plus sensible à ça. Tenez-en compte, parce que moi, j'ai perdu presque tous mes poiriers à cause de ça. J'ai pensé que je les avais mis au bon endroit, mais vous avez des années sèches, des années humides, et faut en tenir compte. Mais moi, j'ai planté probablement en période sèche mes poiriers, ça se passait bien au début, et quand on a eu les périodes humides, et ben, ça les a tous fait crever. Enfin, il m'en reste quelques-uns, mais j'en ai perdu beaucoup à cause de ça. Et j'aurais dû planter en terrain beaucoup plus sec les poiriers, et en terrain plus humide, les pommiers. Voilà, j'ai fait des erreurs. Quand on connaît pas, on en met partout, et on fait des erreurs. Mais ça en fait partie. Donc quand on a 20 ans d'expérience sur des plantations d'arbres sur un terrain, bah, le prochain terrain il sera forcément mieux parce qu'on aura corrigé toutes les erreurs. Mais 20 ans c'est déjà beaucoup. Alors je vais vous montrer mes cerisiers. Alors vous allez voir, attendez, d'abord je vais passer sur le côté. C'est toujours le bazar à faire ça.
Et je vais passer... Alors je vais ouvrir le fichier. Voilà. Et je vais passer comme ça, comme ça. Voilà. Alors je vais essayer de vous le grossir parce que je vois que c'est un peu petit. Hop, parce que vous n'avez pas forcément un grand écran. Alors, on en est où? Alors ça, c'est tout ce que j'ai planté. Alors vous voyez, c'est bien quand vous plantez beaucoup d'arbres. Si vous voulez pas, si vous avez une mémoire d'éléphant, je pense que ça sera pas suffisant. Surtout s'il y a beaucoup d'arbres. En gros, vous faites un planning comme ça. Vous mettez les mois, vous mettez vos espèces et vous les classez. Hein, vous faites un tableau Excel comme ça. Ça, c'est tous mes pommiers, tous mes poiriers. Comme ça, quand vous voulez acheter une nouvelle espèce, eh bien, de préférence, vous choisissez pas tout le temps les mêmes. Parce que vous allez peut-être découvrir des espèces qui se plaisent beaucoup plus sur votre terrain. Et là, alors je sais plus ce que ça veut dire, j'ai greffon. Ouais, d'accord. J'en ai acheté, c'était des greffons qui ont été faits par une association, ça n'a pas bien réussi d'ailleurs. T, c'est la taille, période de taille, idéale. Et la croix, c'est la fructification. Voilà, donc en fait, mais la fructification réelle, celle que vous avez constatée. Parce qu'en fait, il y a la fructification théorique et il y a la fructification par rapport à là où vous habitez. C'est-à-dire que vous avez dans votre région, vous avez une luminosité et une pluviométrie qui est différente de chaque région. Et parfois, c'est dans le même département, des fois, vous avez des variantes. Hein. Alors, voilà, donc en fait, vous notez ce que vous constatez. Quand ça fructifie, vous le notez. Et puis vous avancez comme ça. Et puis vous essayez de faire en sorte que eh bien, il n'y a pas de trou dans le planning. C'est-à-dire qu'au mois de juillet, vous n'ayez pas aucun fruit. Donc au mois de mai, vous n'ayez pas aucun fruit. Vous tentez de combler chaque mois, chaque semaine, pour avoir à manger de manière le plus continue possible. Voilà le but du jeu. Et même si une année, ça va fructifier plus avant ou plus après, de toute façon, pour cette espèce, par exemple de pommier, lui, il arrivera toujours avant celui-ci. Le L-Star, là, il fructifiera toujours après le Blanche de Saint-Jean. C'est juste que le planning peut se décaler plus vers mois de mai ou plus vers mois d'août, selon des années un peu particulières, mais tout le monde va se décaler en même temps. Alors, je vais vous montrer maintenant les cerisiers parce que c'est plutôt... Alors, vous voyez tout ce que j'ai mis. Hein. Vous pouvez copier si ça vous chante. Alors, voilà, cerisier, c'est très très... Alors, moi, j'ai dit... Cette année, vous voyez, ici, ça commence au 15, normalement. Ouais, mais là, cette année, ça a commencé le 7. Alors, l'année dernière, je me suis fait avoir parce que, en fait, je vais mettre ma tête comme ça. Je me suis fait avoir l'année dernière parce que je me suis pointé à la 3e semaine, pensant que... Et puis, en fait, j'ai loupé complètement 3 espèces de cerisier, en me pointant une semaine en retard. Et cette année, c'est exceptionnel parce que dès le 7 mai, j'avais mes Bigarro Burla qui sont les plus précoces des cerisiers, qui étaient, ils étaient, comment dire, 7. Alors, tous les Bigarro Burla, j'en ai un qui est plus précoce que les autres. Et lui, il avait fini ses cerises le 15. C'est vous dire qu'il fallait les manger le 7 mai. C'est vous dire qu'on avait de l'avance. Et je m'y attendais pas. J'avais pas l'impression qu'on avait eu un mois de mai chaud. Mais le fait est que les cerisiers étaient en avance d'une semaine par rapport à la dernière. Beaucoup plus. C'est un record, hein, je vous le dis. J'ai jamais vu ça. Là, apparemment, le Moro est censé être avant. C'est-à-dire qu'en fait, le Moro et le Burla, c'est quasiment en même temps. Mais je crois que le Moro en ce moment, il a pris du retard. Étrangement. Alors des fois j'ai mis la théorie, j'ai pas été rigoureux. Mais en fait dans le principe il faut mettre ce qu'on constate réellement. Voilà. De toute façon vous voyez dès que vous commencez à voir qu'il y a un trou, bah, vous commencez à réfléchir. Hein. Le manque de rigueur c'est pas très grave, ce qui compte c'est d'arriver à combler tous les trous. En mode réel, pas théorique. Donc en gros, il y a même des espèces, je savais même pas que je les avais. Je les connais pas par cœur. Donc vous voyez tout ce que j'ai. Moi ce que j'ai dans ma mémoire, Napoléon il est là.
Alors je regrette de ne pas en avoir mis plus, Napoléon, parce que vraiment Napoléon, il vient vraiment juste après la Burla. Et j'ai vraiment regretté de ne pas avoir d'autres Napoléons. Alors là, j'en ai fait un demi-bol à salade, mais je me suis rendu compte que, en fait, elles sont pas toutes mûres. J'ai que les premières actuellement. Euh, ce serait bien que je mette deux autres Napoléons. Parce que quand j'ai pris la Burla, j'ai fait un plat à salade complet. C'est un arbre qui va être plus généreux en quantité de fruits, qui va avoir plus de branches, qui va être plus dense. Alors que le Napoléon, c'est un arbre qui est plus aéré. Il y a beaucoup plus de cerises par branche, mais il y a moins de branches. Donc au final, vous avez beaucoup moins de... Vous avez un arbre. euh, alors peut-être que ce Napoléon-là, il manque un peu de vigueur, et peut-être si j'avais eu un Napoléon plus vigoureux, s'il avait été mis sur un franc, s'il avait été greffé sur un franc, il serait plus dynamique, plus gros. Moi, de toute façon, les prochains arbres, je vais les demander à un pépiniériste et je vais lui demander qu'il me greffe uniquement sur du franc avec des arbres très vigoureux. Mieux vaut avoir des arbres très vigoureux avec un système racinaire très puissant. Ils seront plus résistants à la sécheresse et ils vous donneront plus de fruits. Même si ça démarre un peu plus tard et que ça met plus de temps à démarrer, au final, vous serez mieux nourri avec des arbres plus solides. Et ne cassez pas la racine pivot, surtout pas. C'est pour ça qu'il vaut mieux les prendre en pot plutôt qu'en racine nue. Si vous les prenez en racine nue, c'est que vous ne cherchez pas à avoir les arbres les plus solides et les plus vigoureux. Parce que le fait de couper la racine pivot, c'est un handicap pour leur vie, hein. C'est un peu comme les humains, les bébés, si on coupe le cordon ombilical aussitôt, si on n'attend pas une demi-heure, une heure, et ben l'enfant, il n'aura pas reçu tout le sang de la mère, et c'est sa vie qui va en dépendre, qui va en découler derrière, hein. Donc il y a des choses qu'il ne faut pas couper trop tôt, et des choses qu'il ne faut pas couper du tout. Donc Eden Fingal, je pense que celui-ci, cette année, il a maturé en même temps que Burla. Ouais, mais alors le voisin me l'a niqué. C'est-à-dire en fait, le champ a fait des traitements. Les cerises étaient immangeables. Alors c'est un cerisier qui a 3 mètres, non, il est à 1 mètre des cultures. Je suis pas sûr que l'agriculteur ait respecté la législation en matière de projection de pesticides. Il a niqué les fruits, ils ont tous pourri, il a filé la maladie avec ses pesticides aux cerisiers. Donc d'où l'intérêt que si vous avez un côté du terrain face à un champ d'agriculteur, ben en fait vous mettez tous vos arbres non fruitiers pour vous protéger, pour faire une barrière. Vous mettez une triple rangée d'arbres, genre du chêne, du laurier, enfin vous mettez un peu des arbres qui vont créer une barrière, et ensuite vous mettez vos fruitiers derrière. Voilà. Alors que moi, dans mon cas à moi, j'ai pas pu le faire pour l'allée, parce que je voulais mettre du cerisier. Donc tant que l'agriculteur fait des choses qui sont... pour les vaches, il n'y a pas trop de problème, il traite pas trop. Quand il met de la luzerne, ça va, il n'y a pas besoin de beaucoup traiter. Mais là, il a mis du maïs, alors c'est une catastrophe. Le maïs, faut le savoir, hein, c'est complètement débile de faire du maïs en France, hein. C'est qu'une histoire de pognon, hein. Parce que si vous mettez, par exemple, on dit que c'est pour nourrir les animaux, mais vous mettez du blé et du maïs concassé à des poules, elles vont toutes aller vers le blé. Et le maïs, elles vont le laisser de côté. Évidemment, si vous mélangez, elles vont en prendre. Mais si elles ont le choix, elles vont toujours choisir le blé parce que c'est plus riche en protéines. Il n'y a pas de protéines dans le maïs. Donc les poules, c'est obsédé par les protéines. Donc ça n'a aucun sens de faire du maïs pour les poules. Elles en ont strictement... c'est pas ce qu'elles préfèrent. Donc pourquoi donner des aliments qu'elles n'ont pas envie? Voilà. Pourquoi s'embêter à faire des trucs comme ça? Sachant que sur le maïs, j'ai vu le cycle de traitement, je crois il y a 5-6 traitements à faire pendant toute la croissance du maïs, hein. Ouais, c'est pire que le blé. J'ai l'impression que c'est pire que le blé. Et puis en plus, ils projettent en hauteur, hein, donc, parce que ça monte haut les maïs, hein. Donc c'est tant que nos agriculteurs n'ont pas appris à travailler, ils font n'importe quoi, quoi. Voilà. Ils continueront à détruire la vie. Et ça les amènera pas au paradis. Donc voilà. Alors les prochains, pour moi, je sais que les prochains qui va y avoir... Alors j'ai aussi des cerisiers sauvages. Très intéressant d'avoir des cerisiers sauvages, c'est-à-dire parfois, il y a un noyau qui va faire un cerisier, le détruisez pas, attendez de voir le goût de la cerise. Parce que là, vous risquez d'avoir des cerisiers particulièrement robustes, très tardifs en général,
Et ça a un vrai intérêt d'avoir des cerisiers très tardifs. Voilà. Alors n'oubliez pas de mettre des hormones, des pièges à hormones, hein, parce que sinon vous allez faire de l'élevage de mouches, et puis vous n'aurez plus aucune cerise. Les oiseaux, c'est pas un problème, parce que quand vous avez toute cette quantité de cerisiers, vous voyez, là j'ai pas compté, mais il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, et je sais que j'ai 2 sauvages. Donc en fait j'ai 23 cerisiers. Donc j'ai pas de problème avec les oiseaux, hein. Ils sont gavés, hein. Donc j'ai tout le reste, moi. Voilà. Euh, croyez pas que tous les burlas vont bien, hein. J'ai des burlas qui m'ont rien donné, hein. Donc dans la quantité de burlas, là, j'ai pas fait 5 saladiers de cerises, hein. J'avais un cerisier vraiment très très bien, parfait, et puis 2 autres, pas grand chose. L'autre il avait fini. Et les 2 autres là, je crois que ça se passe pas trop bien pour eux. Ils doivent pas être au bon endroit, ou je sais pas, ça s'est pas très bien passé pour eux, ils sont pas très généreux. Voilà. Donc taux d'échec, hein, quand vous plantez du fruitier, taux d'échec 50%, c'est par rapport au travail des pépiniéristes ou de ce qu'on vous vend, faut pas être surpris, hein, je vous le dis. C'est pour ça qu'il faut planter beaucoup. Et après, vous pouvez toujours faire de la sélection. Quand vous voyez qu'il y a un arbre qui vous plaît pas, vous le dégommez, et puis après, vous faites un tas de compost au-dessus de la souche, vous la laissez pourrir, ça va mettre 2-3 ans, et puis après vous mettrez un nouvel arbre. Vous défoncez ça à la pioche, ça dépend de la taille de l'arbre, mais voilà. Alors soyez pas trop exigeants. Si la cerise n'a pas bon goût la première année de fructification, ne le tuez pas. C'est très fréquent que les fruitiers, la première année, ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes en termes de goût. Donc soyez un peu de compassion. Des fois, au premier essai, ça marche pas. Voilà. Ça arrive aussi pour les femmes enceintes, hein. Le premier essai, ça marche pas. Au deuxième, ça marche. Donc à la première fructification, il n'a pas encore un système racinaire suffisamment fort. Il va avoir du mal à faire des cerises top, quoi. Donc faut toujours mettre une ou 2 années de tolérance. Si vous constatez que déjà à la deuxième année, le goût s'est amélioré, bon, bah, vous laissez une 3e année, voir si vous êtes sûr qu'il n'est pas bon. Parce que moi j'ai déjà eu le cas, hein. Je dis, oh, elle est dégueulasse cette cerise, je vais pas le garder. Et puis bon, bah, j'avais pas trop le temps. Et puis je lui ai dit, je vais laisser venir, on va voir. Je trouve ça bizarre qu'elle ait pas bon goût. Et puis l'année d'après, j'ai vu que ça s'était amélioré, il n'y a plus de problème. Voilà, donc alors moi, pour moi, la prochaine, moi celle que j'adore, c'est la jaune Butner. Et pourquoi elle n'est pas dans la liste? Elle est là. Si, elle est là. J'adore celle-là, jaune Butner. Achetez ça, hein, franchement. C'est un peu cher à l'achat, mais c'est une des tardives. Et mon Dieu, qu'elle est bonne. Les oiseaux la mangent pas. Ils croient qu'elles sont pas mûres. Elles sont jaunes, elles restent jaunes. Et pour eux, pour les oiseaux, jaune, c'est pas mûr. Donc ils y vont pas. Et donc, bah, c'est là que vous êtes bien content. Alors quand ça va commencer à sentir très fort le sucre, bah, ça sera déjà un peu tard. Et là, les oiseaux vont commencer à se rendre compte qu'ils avaient tort. Ça sent le sucre, finalement, on peut picorer un peu dedans. Mais je vous le répète, les oiseaux ne picorent pas les cerises pour manger, ils les picorent pour se désaltérer. Et d'ailleurs, vous remarquerez que quand ils tapent dedans, ils font pas ça pour le manger. Ils mettent un coup de bec comme ça pour juste récupérer le jus et l'avaler, et ça leur sert de boisson. Jus de cerise. C'est pour ça que quand vous mettez une vasque avec de l'eau, ou un bassin avec de l'eau qui leur permet de ne pas se noyer, de ne pas glisser sur le bord, hein, donc avec un effet de plage, avec de l'adhérence, hein, où les griffes peuvent bien s'accrocher même s'il y a un peu d'algues, donc un béton très rugueux, avec des aspérités, et bien en fait, bah, vous allez voir votre quantité de cerises beaucoup moins attaquée par les oiseaux. Voilà. Et l'idée de la vasque en hauteur, c'est qu'en fait les oiseaux sont en sécurité en hauteur. Donc si le bassin, les 80 litres d'eau que vous renouvelez régulièrement, parce qu'il va falloir nettoyer régulièrement, hein, tous les mois ou tous les 15 jours, même si c'est que 80 litres d'eau, ça va. Le fait que ce soit en hauteur, ils se sentent en sécurité, donc ils vont y aller. Si c'est un bassin où ils savent qu'il y a des chats, ils vont pas y aller parce qu'ils vont pas se sentir en sécurité. Donc tenez compte de ça. La sécurité chez un oiseau, c'est le critère premier, hein. Il préfère avoir soif plutôt que de risquer de se faire attraper par un chat.
Voilà. Vous devez penser comme l'oiseau pour bien choisir les critères techniques. Voilà. Et alors, il y en a un donc je suis assez content. J'ai trouvé un. Alors, les tardifs, c'est pas les plus faciles à trouver, mais il faut chercher. Il faut toujours essayer de trouver. Je crois qu'il y en a un. C'est le Skena. Donc, le dernier que j'ai planté. Alors, je mets les années de plantation, c'est pas mal. Comme ça, vous vous y retrouvez un peu. Enfin, vous avez pas, souvent, on oublie qu'est-ce qu'on a planté comme espèce à tel endroit ou tel endroit. Les étiquettes, de toute façon, elles s'effacent au soleil, donc ça sert pas. C'est de l'encre qui supporte pas le soleil. Et puis après, ça vous fait des bouts de plastique, donc laissez tomber. Mais par contre, vous pouvez vous souvenir facilement de telle année, le dernier que j'ai planté. Ah oui, c'est. Donc là, vous savez, telle année, je me souviens, le dernier que j'ai planté, Montmorency, voilà. Ça, c'est un bon moyen de mémoriser ce qu'on a fait où. Voilà, vous savez où vous avez mis le dernier, mais vous vous rappelez plus quelle espèce. Donc quand vous mettez l'année, tout de suite, vous vous y retrouvez au niveau de la mémoire. Et voilà. Et dans les derniers arbres que j'ai plantés, là par exemple, 2023, mycocoulier. Ça c'est super, hein. J'ai pas encore de fruits, faut pas être pressé. Mais les mycocoules, c'est des arbres du sud de la France, mais comme on va vers un réchauffement climatique, eh ben, vous pouvez commencer à planter des arbres du sud de la France, hein, ça va fonctionner. Et de toute façon, ils sont résistants. Alors, j'ai jamais eu de fruits, donc vous voyez, j'ai pas les dates. La mycocoule, c'est un peu comme une cerise, mais avec un goût différent. Et j'ai jamais goûté, franchement. Mais comme j'ai vu qu'il se plaisait sur mon terrain, j'en ai mis un deuxième. Voilà. Évitez de mettre qu'un seul arbre, qu'une seule espèce. Mettez-lui un copain. Voilà. Parce que comme ça, bah, pour la fructification, ça sera mieux. Les abeilles, et puis ça fait du croisement génétique un peu. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Donc je peux continuer la liste. Vous allez voir, cerisier, grenadier. Grenadier, ça marche, hein. J'en ai eu des fruits, hein. Je suis dans le centre de la France, moi. Et ben ça marche, hein. Grenadier, ça marche. Feijoa, ça marche. C'est bon en plus. Ça donne beaucoup de fruits. Alors c'est pas un arbre qui pousse vite, mais alors il est très généreux, hein, très tôt. Au bout de 3 ans, il met plein de petits fruits sympas. Feijoa, très content. Vous voyez, j'en ai mis deux autres. Il y en a un, il a été accidenté. J'ai pas fait exprès, je lui ai coupé la tête. Il a pas aimé. Là, je lui ai foutu 3 ans de retard dans la tête. C'est ma faute. J'ai mis un sureau. Ouais, je savais même pas que j'avais du sureau, moi. Ouais, j'ai mis un sureau, je sais même pas où il est. Et en 2023. Ah bah, je le retrouverai. Argousier. Ah, super, argousier, j'adore. Les fraises, l'arbre à fraises. Franchement, c'est bon. C'est pas aussi fruité qu'une fraise. Une fraise, je sais plus, la Mara. La fraise, Mara des Bois. Ça a plus de goût, une Mara des Bois. Mais je vous jure, l'argousier, il va vous donner des fruits à une période où il n'y a rien. Il va vous combler un trou fruitier. Alors c'est un arbre un peu c'est un fruit un peu d'hiver, hein. J'ai pas mis la date de fructification parce que ça a fructifié que l'année dernière. Et j'ai pas eu la rigueur d'aller le mettre. Mais j'en ai planté des argousiers. Et d'ailleurs, je n'ai pas été rigoureux parce que j'en ai plus que deux, hein. J'en ai au moins quatre. Ouais, ça serait pas mal de. Ouais, mais je connais pas l'espèce que j'ai mis. J'en ai mis deux, mâle, femelle. Ah, parce qu'il y a un mâle et un femelle. Ah bon. Bon. Ah oui, je savais même pas que j'avais un mâle femelle pour les argousiers. Ah, je confonds argousier et arbousier. Ah, autant pour moi. Argousier, c'est autre chose. J'ai pas eu encore de fruits. Donc c'est l'arbousier, l'arbre à fraises. Ça, c'est argousier, c'est autre chose. Ça pousse au ralenti. À mon avis, il va falloir attendre 10 ans avant d'avoir quelque chose. Il n'est pas pressé du tout, hein. Peut-être qu'il manque de soleil, je sais pas. Je l'ai mis derrière un endroit où il n'y a pas beaucoup de soleil. Il est derrière une haie. Il va falloir qu'il dépasse la haie pour avoir du soleil. Poivrier. Alors, conservatoire du Bosque, là. Bon, je vous le dis. J'aurais pas dû mettre ça. Ça fait des. C'est la graine de poivre rouge. Ouais, bon, ça n'a pas de goût, hein. C'est nul, je le dis. Mettez pas ça, mettez un poivrier noir qui est bien fruité plutôt que ça. C'est légèrement épineux, un peu comme un rosier. Mais c'est moins méchant qu'un rosier en termes d'épines. Donc ça va. Mûrier. Ah ouais, mûrier, c'est génial. Là aussi, ça vous comble des trous au niveau du planning. Moi, j'ai le blanc. J'ai acheté un rouge.
Le blanc, délicieux, hein. C'est le goût d'une mûre sucrée, mais très sucrée, très grosse, et vous en avez beaucoup plus que dans des ronciers. Un arbre mûrier va vous donner, bah, ça a vraiment la forme d'une mûre, hein, mais un peu plus allongée. Et je vous jure que les blanches, là, quand elles sont mûres, quel délice. Je me rappelais pas que j'en avais planté autant. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ben, je sais pas où ils sont les autres, parce que de mémoire, j'en ai 2 ou 3. Mais là, je vois qu'il y en a 6. Ah ouais, non, 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 mais celui-ci, c'est pas... Ah ouais, ça, oui, je me disais, c'était bizarre. Ça, c'est des murs sans épines. Oh, bah là, je suis déçu, hein. Franchement, les murs sans épines, faut arriver à trouver une espèce qui est déjà pas acide. C'est pas évident. Mais quand je mets mûrier blanc, ah, c'est que j'ai dû mélanger. J'ai mélangé les murs sans ronces et les murs arbres. Donc, mûrier blanc, c'est l'arbre. Morus nigra, Morus alba, Morus nigra, Morus alba. Les Morus, ça doit être des... Ouais, je sais pas, je sais pas. Je sais plus. Mais ça, mûrier blanc, c'est sûr que c'est l'arbre. Et pourtant, c'est un Morus, hein. Alba, 10 mètres. Vous voyez, ça peut monter à 10 mètres. Donc, bah, les Morus, c'est des 2023-2023. Donc, ces deux-là, 5 mètres. Oui, donc là, ah oui, je l'ai précisé. Donc, ces deux-là, il me semble bien qu'il n'y en avait que deux. Ces deux-là, c'est des arbres. Les autres, je suis pas sûr. Pourtant, c'est toujours Morus, hein. Blanc, Alba. Ah, c'est le même. J'ai deux blancs. Ah, mais c'est des arbres, hein, mais plus goûteux, feuilles poilues. Ah non, mais là, j'ai mélangé, hein, parce que feuilles poilues. Ah, alors ça, c'est... Feuilles poilues, c'est pas l'arbre, hein, ça, c'est sûr. Ouais, mais... Moi, je comprends pas ce que j'ai fait. Je suis désolé, je me suis perdu. Quand on en a trop, on se perd. Néflier, super. Dernier fruit de l'année. Ça a goût de compote de pommes. Vous écrasez, vous aspirez, vous les mangez aux premières gelées. Ça vous donne du fruit et de la vitamine au moment où vous en avez le plus besoin dans l'année, avant d'entrer dans l'hiver. C'est pour ça que je vous le conseille très fortement. Et alors vous l'avez gros fruit, petit fruit, prenez du gros, hein. C'est hyper résistant à la sécheresse, ça va pas pousser vite, mais c'est plutôt généreux. Si vous arrivez trop tard, ils sont tous pourris, hein. Première gelée, quand je vous dis première gelée, ça se mange blette. Alors des fois première gelée, deuxième gelée, parce qu'il y a des fruits un peu en retard, mais première gelée, il faut être devant, hein. Et ça dure pas longtemps, hein. Ça va durer une semaine, peut-être deux, hein, pas sûr. Ah, mûr. Donc c'est bien, j'ai bien. Oui, mûrier, c'est l'arbre. Mûr. Ah, voilà. Voilà, bon, j'ai pas dit de bêtises. Tout ça, c'est des arbres que j'ai, je sais même pas où je les ai plantés en fait. Dans ma mémoire, il y en a que trois. Catastrophe. Je sais pas où je les ai mis. Ou alors j'en ai qui sont morts, j'en sais rien. Mûr. Ah, alors là, un vrai problème dans la mûre, hein. Mûr sans épines, quel problème pour trouver ça. Framboise, alors malheureusement, j'aurais pu vous donner un super conseil sur les framboises, mais j'ai oublié l'espèce. J'en ai planté plein d'espèces en même temps, et du coup, je suis incapable de vous dire laquelle est géniale. Ce que je peux vous dire, c'est que physiquement, c'est une framboise qui a les feuilles poilues. Mais vraiment, hein. Avec des micro-aigus, et c'est des micro-épines. C'est pas comme les épines de framboise habituelles, c'est des épines ultra fines, qui sont moins agressifs que des épines de framboise habituelles. C'est vraiment ce côté poilu. Si vous pouvez trouver l'espèce que c'est, franchement, je vous le recommande à fond. Parce qu'en plus, il fait des petits. Et il est très généreux et le goût, il est incroyable. Tous mes autres framboisiers, ils ont disparu, ils ont attaqué par les ronces mûres, chiés par les oiseaux. Ils dominent pas, ils se font pas écraser, alors que celui dont je vous parle là, alors je sais pas lequel c'est, hein, vous pouvez noter la liste, je peux vous la grossir même si vous voulez. C'est un de ceux-là, mais je sais pas lequel. J'en ai planté deux.
Alors, où est-ce qu'il y en a deux? Héritage, non, c'est sûr. Golden Everest ou Blizzy remontante? Peut-être un des deux. Vous regarderez les images et vous verrez que ça ressemble pas à un framboisier habituel. Il a vraiment une forme très particulière. Ça, c'est gros conseil. Moi, sur terre lourde, argileuse, quand même drainant, un peu drainant parce que j'ai un peu de sable dedans, bah, il se plaît quoi. Il se plaît et puis pourtant il est au milieu de buissons et de trucs où il pourrait se faire écrabouiller. Bah non, il se laisse pas faire, il défend son territoire, il passe à travers les autres plantes. Il fait des trucs qui montent à 2 mètres. Magnifique. C'est vraiment l'espèce formidable. Ariel, bon bah ça c'est spécial terre acide et en terre alcalin, aucune chance que ça prenne. Et pourtant ça n'a pas mauvais goût, mais vous n'aurez pas grand chose à manger. Hein. Des petites billes rouges, mais très précoces de mémoire. Mais si vous n'avez pas, si vous avez pas un terre acide, laissez tomber. La consoude, bon bah ça se plaît. Moi j'ai mis ça en termes de... J'ai mis ça à côté de mon cerisier jeune Butner, comme quoi ça serait ça fructifie, enfin ça améliorerait les arbres fruitiers, mais bon, est-ce que j'ai constaté quelque chose d'extraordinaire? Non. Est-ce que ça m'envahit? Non plus. Non, ça m'envahit pas. Ça vivote, ça apparaît, ça disparaît, et voilà, qu'on soude. Ils en font tout un pataquès sur internet. Manger, c'est dégueulasse. Bon, en plus, faut y aller doucement parce que ça contient des oxalates, je crois. B2 mai. Enfin, j'en ai. Ah non, B2 mai. Ah, attendez, B2 mai. Non, je me trompe. B2 mai, non, j'en ai pas. J'ai essayé et j'ai échoué. J'en ai eu à un moment donné. C'est très exigeant, c'est pas facile. J'ai échoué. Je crois que je les ai tous perdus. Ils sont tous morts. Joji. Voilà, Joji. Je sais pas ce que c'est. C'est pas les trucs. Je crois que ça fait des petits. Ouais, c'est ça. Ça fait des petits fruits rouges très très riches en. Ouais, best antioxydant, c'est ça, ouais. Ça fait des petits fruits rouges et j'en ai eu. Enfin. Alors j'ai pas. Apparemment mon terrain lui plaît pas trop, mais j'en ai quand même eu. Mais ça a mis 5 ans à venir. Hein. Mais j'en ai et c'est bon et c'est premier fruit de l'année. Mais il va falloir faire des gros buissons pour avoir à manger, hein, je vous le dis. Parce que c'est pas gros. Hein. Il n'y a, pas de, bon, il y a pas de noyau, hein, mais c'est ouais, c'est bon, franchement, j'aime bien. Vous voyez, j'ai planté tout ça, mais de mémoire, il m'en reste que 2, je crois. Parce que j'en ai pas vu ailleurs. J'ai dû en perdre. Hein. Ouais, je crois que j'en ai perdu une mémoire. Myrtille. Oh bah là, si vous n'avez pas un terrain acide, ça va être compliqué, je vous le dis. J'en ai. J'ai tout perdu sauf un. Comme moi j'avais compris que je pouvais pas en avoir sur terrain argileux alcalin, pH 8. Alors peut-être un pH neutre ça peut marcher. Mais en gros, moi j'ai fait un trou d'1 m3. J'ai mis du carton dur tout autour. J'ai fait un cylindre. Et j'ai ramené de la terre acide et je l'ai mis là-dedans. Donc il a son microclimat, on va dire. Il a son terroir avec lui. Et j'ai pris de la terre sableuse forestière. Et il a survécu. Et parfois j'ai une bonne fructification, mais il est pas bien gros. Hein. Vous n'allez pas vous éclater le ventre, hein, je vous le dis. Mais par contre, quand on en a, on est vraiment content parce que c'est un des meilleurs fruits pour la santé. Et c'est lequel qui a résisté? Ben, je sais pas. De toute façon, je crois que c'est un patriote qui a résisté. Mais je suis incapable de vous le dire. En fait, la myrtille, ça exige un certain nombre de jours de froid l'hiver. Alors, elle veut des terrains acides et en plus, elle veut avoir des hivers froids. Suffisamment de jours pour qu'elle puisse fructifier. Donc, vous pouvez pas en mettre partout. Dans le sud de la France, c'est niqué en principe. Hein. Vous n'avez pas le nombre de jours d'hiver suffisant. Donc, ça sera plutôt, la myrtille, ça sera plutôt milieu de la France et nord de la France. Et puis, l'avenir risque de le détruire. Parce que s'il y a un réchauffement climatique, ça va être compliqué. En plus, c'est exigeant, faut lui mettre du compost. Voilà, Voilà. Bon, et ça aime bien l'eau aussi. Et moi, je l'ai mis mi-ombre.
derrière un chêne. Et finalement, il se sent un peu protégé de la chaleur. Il est protégé un peu par le chêne. Et c'est le bon endroit que j'ai choisi en fait. Là où il était plus au soleil, ils ont tous mort. Et j'avais fait la même formule. Mais donc il faut plutôt le protéger du soleil fort. Voilà. Mi-ombre ou trois quarts ombre, hein, je dirais même. Hein. Fraise. Bon, échec et mat. Fraise incapable de survivre en herbement. J'en ai eu pendant 3 ans et puis ça a été détruit. Ça. Faut beaucoup travailler pour avoir de la fraise. En gros, faut désherber, il faut s'en occuper, il faut se mettre au ras d'un mur ou d'un petit muret. Ouais, c'est du boulot la fraise. Hein. C'est pas autant les acheter sur le marché. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, qui travaillent très bien, donc vous emmerdez pas avec les fraises. Si ça marche chez vous, tant mieux. Moi je connais, j'ai un voisin, ça marche super bien, mais l'emplacement compte énormément. Voilà, en gros. Groseillier. Alors, ça, groseillier, j'en ai trouvé un dans un parc incroyable. J'ai eu la chance de réussir à le bouturer. Et alors là, c'est fantastique. C'est des grosses, énormes groseilles pas acides. Et je peux pas vous dire l'espèce. Les autres, ils sont tous très acides, certains sont morts, et celui qui a survécu, c'est le groseillier rouge en grappe. Goût acidulé, assez fort, mais bon, bonne hein, quand même. Mais faut pas arriver trop tôt, hein. Faut arriver quand c'est pile mature, hein, parce que sinon ça vous défonce la langue. Hein. Tellement ça peut être acide si c'est pas bien mûr. La vigne, bah, j'ai pris un pied du voisin et puis ça survit, mais ça se plaît pas. Alors que chez le voisin, ça avait tendance à pousser de trop. Me demandez pas pourquoi, mais je lui ai pété la racine pivot, ça lui a pas plu. Hein. Quand j'ai voulu le transplanter, il avait fait une énorme racine pivot. Il était pas haut, il faisait même pas 30 cm de haut. Sa racine pivot, elle faisait quasiment 1 mètre de profondeur. Ah bah, j'ai essayé de pas péter, mais j'ai pété. Donc il vivote. Voilà. Pas de fruits, hein. J'ai pas d'immenses lianes qui montent dans les chênes. Parce que ça, je l'ai vécu sur une piste de BMX que j'avais faite. Il y avait une forêt sur le côté et il y avait de la vigne sauvage qui poussait. Et vous aviez des lianes de 30 mètres de long qui montaient, qui redescendaient et qui donnaient des grappes énormes de fruits. Et ça aime bien la terre de forêt. Hein. C'est plutôt à mettre là où il y a beaucoup d'humus. Hein. C'est là que ça va vous faire des grandes lianes avec plein de fruits. Et si vous faites de la vigne traditionnelle, eh ben moi j'ai pas réussi. Hein. J'ai essayé, j'en ai perdu plein. Je devais pas avoir les bonnes espèces par rapport à mon terroir. C'est un peu compliqué. Hein. Faut vraiment dans la vigne, il faut vraiment tenir compte du terroir. Hein. C'est très exigeant. Hein. Si vous n'avez pas la bonne espèce, rapprochez-vous des professionnels, leur demandez c'est quoi qu'ils ont planté dans leur champ comme vigne. Évidemment, vous prenez de la vigne à fruits, hein, pas à vin, sinon ça va être dégueulasse. Bien que certains sont corrects, mais bon. Mais ouais, c'est très technique la vigne. Donc faut pas s'étonner des fois. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ça a sauté. Cassis, ils sont tous morts. Voilà. J'ai pas le terrain pour le cassis. De toute façon, tous les petits fruits, ça aime les terrains acides ou les terrains neutres. Hein. Moi, je suis en pH 8, donc cassis. Pourtant, qu'est-ce que c'est bon le cassis? Mais ouais, j'ai eu des fruits une année, 2 ans, et puis c'était fini, il est mort. Il a pas supporté. Et les agnus. Et les agnus, c'est quoi ça déjà? Ah oui, j'en ai pas encore de fruits. C'est un arbre qui fait c'est un arbre de haies qui fait des fruits comestibles. Donc là, vous avez toutes les espèces. Je sais pas si vous voyez bien, je vais grossir un voir. Vous avez toutes les espèces que j'ai mis. J'en ai eu pas mal, hein. J'ai eu des échecs. Hein. 50% de taux d'échec. Mais quand ça a pris, c'est bon. Ouais, ça commence à faire du budget, hein, 50% d'échecs. Puis il y en a, il y a des endroits, vous échouez une fois, vous échouez 2 fois, ça veut pas, hein, l'endroit lui plaît pas. Donc laissez tomber. Si vous avez 2 échecs au même endroit, laissez tomber, mettez autre chose. C'est que ça veut pas, c'est l'endroit qui va pas. Et bah, quand l'endroit il va, bah, il prend. Voilà, tout ça, c'est tout bête. Arbre à salade.
Alors, ils en ont fait tout un pataquès sur internet. Oh, l'arbre à salade, c'est fantastique, machin. Franchement, c'est un goût bizarre, hein, je vous le dis. C'est un goût légèrement, comment on appelle ça, pas les oignons, mais ouais, enfin légèrement oignon, quoi, échalote, quoi. Échalote plutôt, légèrement goût d'échalote, mais pas très juteux, un peu sec, un peu fibreux, un peu. Même au début, quand c'est les premières jeunes feuilles, alors c'est pas terrible, hein. Manger du tuna sinensis, bah moi je regrette. Voilà. Bon, je mange une feuille de temps en temps, mais je préfère largement manger du tilleul, hein. La feuille de tilleul, ça c'est bon par contre. Mais ça là, bon, hein, c'est sec, hein, c'est riche, hein. C'est mangeable, mais c'est le mot, c'est mangeable quoi. Alors que la feuille du tilleul, on en mange. Surtout quand elle est vert très clair là. Ouais, ça c'est vraiment, tu vous en fais des pleines bouchées. Rosier, saule. Ah, saule, ils sont tous. Non, j'en ai deux qui sont pas morts, mais il faut beaucoup de flotte, hein. Alors, saule, s'il n'y avait pas cette restriction dans le monde sur les espèces et les importations d'arbres, hein, c'est ce qui est une débilité mentale, hein, parce que je veux bien croire qu'il y a certaines espèces, il ne faut surtout pas qu'elles viennent dans notre pays parce qu'elles sont invasives et posent des problèmes environnementaux. Mais en Chine, ils ont des saules qu'ils mettent dans le désert. Ils ont une espèce de saule qui racine très très fort, qu'ils utilisent pour stopper les dunes. Et moi j'aimerais bien l'avoir. Parce que le saule, ça vous donne une ambiance sur le terrain qui est géniale. C'est un arbre à ambiance. Mais chez nous, les saules, beaucoup de flotte. Donc si vous n'avez pas une rivière, un lac, ou voilà. Moi, il y en a deux qui ont survécu. Pourquoi ils ont survécu? Parce qu'ils sont juste en dessous de la gouttière du toit. Donc chaque fois qu'il pleut, bah, il prend masse d'eau du toit parce qu'il n'y a pas de gouttière. Donc c'est tout le toit du voisin, le hangar, qui tombe au pied du mur du hangar, qui est la limite de clôture. Et donc il a beaucoup de flotte. Donc de fait, il survit. Il n'a pas de soleil, mais pour lui, ce qui compte, c'est la flotte. Donc le saule, bah, si vous n'avez pas de flotte, laissez tomber. Même le tortueux, qui est censé être beaucoup plus résistant au manque d'eau, bah, il a crevé, hein. En plus, les branches ne tiennent pas, elles se cassent la gueule sur le côté. Ou, voilà, hein. C'est spécial, hein, le saule, hein. Herbe à chat. Ah, herbe à chat. Ouais, j'en ai planté plein, vous voyez. Et puis, bah, je crois qu'il doit y en avoir 3 ou 4 pieds qui ont survécu, quoi. Bon, en même temps, j'ai planté ça là où il l'avait traité au Roundup. Alors, là, je peux vous donner un exemple, hein. Voisin qui abuse du traitement, il supporte pas qu'il y ait des herbes qui poussent le long de son grillage, il traite son terrain et puis il traite le vôtre en même temps. Parce qu'il veut pas qu'il y ait d'herbes qui montent sur son grillage. C'est obsession mentale. Du coup, moi j'avais combien? 60 centimètres de terre où il n'y avait rien qui poussait, même les mauvaises herbes. Et même 10 ans après. Du coup, ce que j'ai fait, c'est j'ai rajouté 20 centimètres de terre. En plus, il se trouvait que ça faisait un léger. Il y avait une érosion de sol à ce moment-là. Bah ouais, forcément, comme s'il n'y a plus de plantes, le sol s'érode et il baisse. Et il avait baissé de 15 centimètres, 15 centimètres. Ouais. Bah, ce que j'ai fait, c'est j'ai refoutu 20 centimètres de terre agricole par-dessus. Et bah, ça a redémarré. La végétation a repris son dessus. Et j'ai même un amandier qui a poussé dans la zone. Ouais, c'est pour vous dire que c'est très efficace en fait. Quand vous avez une terre polluée comme ça, vous rajoutez de la terre par-dessus et hop, ça redémarre. Je suppose que les micro-organismes vont travailler et puis détruire ce qui était polluant. Mais ils le font que si ils sont dans le noir. Donc en fait, tant que le polluant est resté à la surface, et puis apparemment ça reste à la surface apparemment, puisque ça faisait 10 ans que ça ne poussait pas, et bien une fois que vous avez recouvert de terre, bah, la nature reprend ses droits. Voilà, c'est pas désespéré. Donc herbe à chat. Et puis est-ce que les chats aiment particulièrement l'herbe à chat? Je vais dire le chat du voisin, il s'en fout, mais là, il est peut-être éterniflé un petit peu, mais bon, les tomates, hein, bon, je ne vais pas vous en parler. C'est du travail. Sauf si vous le mettez en arrosage automatique, ce qui est le futur projet que je dois faire avec les bassins que j'ai, mais c'est pas encore fait.
Fenouil. Ah, c'est super ça. Fenouil perpétuel. Mettez-en. Ça va pas vous gaver l'estomac, mais qu'est-ce que c'est bon. Si vous aimez le goût anisé, bah, c'est ça qu'il vous faut, hein. Non seulement ça se reproduit tout seul, l'enherbement les concurrence absolument pas. Ça vous fait des pousses de 2 mètres de haut. C'est limite du bambou, mais c'est très friable, ça n'a rien à voir. Mais ça vous fait des tiges de 2 cm de diamètre qui ensuite deviennent creuses. Et ça fait des abris à insectes d'ailleurs. Vous pouvez faire des hôtels à insectes avec les branches sèches si vous voulez. En plus, vous avez l'isolant intégré à l'intérieur. Donc les abeilles peuvent trouver leur bonheur là-dedans. Ce qu'il faut manger, c'est quand ça commence en ce moment. C'est en ce moment et puis il y a une semaine, et 2 semaines même. Dès que vous commencez à avoir des jeunes pousses très, très verts qui sortent, elles sont toutes tendres. C'est délicieux. Vous n'avez pas de bulbe, hein. C'est pas comme le fenouil habituellement. Vous achetez le bulbe, vous avez beaucoup à manger, enfin, etc. Là, c'est différent. Vous mangez la feuille. Vous mangez la feuille ou les fruits, hein. Les fruits aussi sont très bons. Enfin, les graines. Et c'est génial. Franchement, j'adore. C'est vraiment le bonbon de jardin qui arrive très tôt dans l'année. Donc ça va être les premières choses que vous allez pouvoir manger dans votre jardin. Ça va être ça. Et ça fait du bien parce que ça fait tout l'hiver que vous attendez de manger des trucs qui ont un peu la patate. Et quand je vous jure que ça vous remonte le cerveau, hein. C'est fort et c'est bon. Voilà. Multirhizome, celle-là. Je me rappelle même pas que j'ai une différence sur mes trucs à moi. Je pense que c'est celle-ci qu'on survécu. Celle-là, elle a dû disparaître. Et alors, il m'a fait plein de petits, hein. Et puis, alors, c'est marrant parce qu'elle fait des petits, mais pas au pied. Vous allez en retrouver 30 mètres plus loin. Je ne sais pas pourquoi. Franchement, c'est un mystère pour moi. J'en ai retrouvé 30 mètres plus loin. Mais faut croire que les animaux les transportent, ou je sais pas ce qui se passe. Ils jouent avec, ou je sais pas. Ou ils mangent les graines et puis ils les chient, et puis ça vous fait un nouveau pied, je sais pas. Poivron, piment, bon, hein, on pense. C'est des trucs de potager, ça, faut travailler. Pommes de terre, faut travailler aussi comme un dingue. Ça tiendra 1 an, 2 ans, mais après ça disparaît, faut en replanter. Poivron, tout ça, aubergine, poireaux. Tout ça j'ai échoué, hein, je vous le dis, hein. Le problème, c'est que j'ai un pH 8. Alors, c'est quand j'achète des trucs comme ça, ils sont réglés pour du pH 7. Donc, c'est une catastrophe. Faut énormément travailler pour y arriver. Voilà. Faut les chouchouter, faut les arroser au bon moment. Faut faire ses semis soi-même pour les adapter à votre type de sol. Si vous avez un pH 7, vous n'aurez pas de problème, hein. Mais si vous avez un pH 8, ça va être plus compliqué. Vitiver. Et même en perpétuel, en tout ça, poire au perpétuel marche pas chez moi. Voilà, et quand ça ne veut pas chez vous. Vitiver, je sais pas c'est quoi. Ah, ouais, j'ai essayé ça, ouais. C'est ce truc. Ouais, ça c'est très commercial ce truc-là. J'ai acheté du vitiver, c'est des semis bio ou floral. J'ai balancé ça, j'en ai acheté un sac de 20 kilos. Qu'est-ce qui reste? Rien. Ils prétendent que ça résiste à l'enherbement et à la concurrence. Bah non. Donc vous voyez tout ça là, c'est que du mensonge commercial. Voilà. Chez moi, c'est le foin qui a pris le dessus. Chanvre, semis, on n'a pas le droit. Je voulais en faire. La loi vous interdit d'en faire. Vous serez sanctionné même si c'est du chanvre textile. Donc je pourrais pas en faire. Je voulais en faire parce que c'est... Faut que la loi... C'est-à-dire on peut comprendre pourquoi ils l'interdisent. Parce que comment voulez-vous qu'un gendarme fasse la différence entre un chanvre textile et un chanvre non textile? Ils vont pas payer des analyses, etc. Ils verbalisent. Vous risquez même de la prison. Enfin, c'est vachement sévère, hein. Donc j'en ai jamais fait. Je l'ai mis, c'était une intention. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est acheter de l'huile de chanvre et des graines de chanvre. Mais pour les manger. Ça a goût de noisette, c'est vachement bon. C'est complémentaire. L'huile de chanvre, c'est ultra bon avec les patates vapeur. Vous mettez après cuisson, pas pendant, hein, parce que oméga 3, donc toxique à la cuisson, hein. Ça, c'est des huiles comme l'huile de noix. Donc jamais on fait cuire une huile. Enfin, la seule huile qui supporte la cuisson, c'est l'huile d'olive, hein, je vous le dis. Les autres, c'est soit limite, soit dangereux. Voilà.
Alors, il y en a beaucoup qui utilisent l'huile de tournesol, etc. Vous êtes en limite, hein, je vous le dis. Avec de l'huile de tournesol, vous êtes limite. C'est la seule vraie huile qui supporte la cuisson et la chaleur, c'est l'huile d'olive. Voilà. Vous prenez des risques pour votre santé sur le long terme. C'est pas très connu. Et c'est interdit de cuire des huiles de noix, huile de chanvre et puis toutes les huiles qui contiennent des oméga 3, c'est simple, hein. Parce que l'oméga 3, à la cuisson, il se transforme en cancérigène puissant. Pire que la cigarette. Donc si vous voulez vous suicider, vous avez trouvé la bonne formule, hein. Bon, les carnards, vermifuges, vitamines, ouais, je mets tout, hein. Je mets tout dans mes fichiers, hein. Bon, purin d'ortie, j'ai essayé, c'est compliqué, il faut maîtriser. J'ai des orties sur mon terrain, donc je pourrais en faire. Mais faut maîtriser. Faut maîtriser l'odeur, la texture, faut le faire au bon moment, faut les prendre au bon moment, faut faire le bon dosage. Enfin, c'est technique, hein. Ça paraît pas, mais c'est technique. Donc là, moi, ce que je retiens dans tous mes pommiers, là, c'est la Stark. Alors, je sais plus où elle est marquée, mais le pommier Stark, mon Dieu que c'est bon. C'est généreux, ça a un goût génial. C'est une pomme rouge comme dans Blanche-Neige. C'est pas acide. Ça donne tous les ans. Pommier Stark, si vous en voyez, prenez-le, je vous le dis. Après, où est-ce que j'ai échoué? Golden, ouais, j'ai échoué, hein, faut le dire. Bon, franchement, j'en ai plein des pommiers, mais vous voyez, franchement, sur mon terrain, le pommier. Franchement, le pommier, c'est surtout un arbre du Nord, hein, je vous le dis. Centre de la France, ça commence à être difficile. Armorique, tout ça. Je veux dire, en pommier, je suis pas performant, hein. Je me gaffe pas la gueule avec les pommes, hein. Mais en plus, c'est des arbres qui mettent du temps à pousser. Quand je vous parle du Stark, c'est le seul qui me donne vraiment des fruits, hein. C'est la catastrophe, hein. Bon, j'en ai un qui est dégueulasse, qui est acide, que j'ai mis là. Ah bah lui, il pousse super bien, il fait plein de pommes. Elles sont immangeables, mais je crois qu'il faut les utiliser pour faire des tartes. C'est une pomme hyper acide, verte là, vert clair. Oh, c'est immangeable. Ça vous... Mais alors, il paraît qu'on peut utiliser pour la cuisine, mais cuit alors, hein. Poirier, qu'est-ce qu'il me reste en poire? Ouais, j'ai énormément d'échecs en poirier. Ça s'est bien passé, hein, les 2-3 premières années, j'étais trop content, j'avais plein de poires. Et c'est parti en couille, probablement à cause de l'aspersion chemtrail. Je pense qu'ils sont sensibles au chemtrail, hein, les poiriers. Ça les nique, hein. Et puis j'en ai perdu les 3 quarts. Donc ça c'est mon terrain. Si ça plaît pas, ça plaît pas. Arbousier, voilà, l'arbre à fraises. Voilà, j'en ai 4. Voilà, moins 15 degrés, moins 15 degrés, moins 15 degrés. Ouais, chez moi ça descend rarement en dessous de ça. Voilà. De toute façon, une fois qu'il est un peu gros, il peut peut-être même résister à plus, hein, je vous le dis. Voilà, donc on a fait le tour. Kiwi, je peux vous donner la formule, mais moi j'ai échoué. Le kiwi, c'est beaucoup de flotte et terre noire ultra riche en humus. Et beaucoup de flotte, beaucoup de flotte, beaucoup de flotte. Donc si vous en voulez, il faut faire un arrosage automatique, hein. Sinon vous n'y arriverez pas. Et donc j'ai échoué complètement. Je me suis lamentablement niqué. Et kaki, étrangement, j'ai échoué, étrangement. Je sais pas pourquoi. J'en ai un qui a survécu, mais il en a survécu, il fait 50 cm de haut et puis il bouge pas, quoi. Ça aime la flotte, le kaki. Mais en ville, là j'ai vu, ils en ont planté, ça marchait super bien sur les massifs de fleurs, mais je crois qu'ils arrosent toutes les semaines. Je peux pas vous dire pourquoi j'ai échoué. Alors par contre, les oiseaux, ils adorent ça, les kakis. Si les kakis prennent chez vous, va falloir en mettre gavé, parce que ils en raffolent. Et là, c'est pas pour boire, c'est pour bouffer. Ils en raffolent, donc vous avez intérêt à avoir grande quantité de kakis si vous voulez en avoir pour vous, hein. Je vous le dis. Il va falloir leur gaver le ventre. Et puis en plus, ça fructifie pas en même temps que les autres, donc il n'y a que ça à bouffer, hein. J'ai échoué. Voilà, j'ai échoué. Amandier, chez moi, ça pousse tout seul. Le gros amandier que j'ai au centre, il a fait plein de petits. Ça pousse tout seul. Moi, je suis la région des amandiers, hein. Donc,
Alors l'amandier, c'est riche en... Comment on appelle ça? Mince, comment on appelle ça? En cyanure. C'est une amande, ça contient du cyanure. Donc le cyanure, on peut manger des amandes sans s'empoisonner alors que ça contient du cyanure. Pourquoi? Bah, parce que le cyanure, jusqu'à une certaine dose, ça n'a pas d'effet. Et passé à un certain niveau, si vous en mangez trop, d'abord vous n'aurez plus envie d'en manger, et bien en fait, ça a un effet, c'est que ça empêche l'oxygène de se fixer sur les globules. Donc en gros, vous vous asphyxiez. Voilà, vous m'aurez asphyxié. Donc sur des, bah, forcément ceux qui font du cyanure pour tuer les gens, qui veulent les empoisonner, ils achètent du cyanure pur en forte dose et vous mourrez d'asphyxie quoi en gros. Mais l'amandier, bah, il n'y a pas une faute d'orthographe là. Je sens qu'il y a une faute d'orthographe là. euh, moi, je sais pas. J'ai un doute là. Euh, En fait, l'amandier, c'est délicieux quand elles sont vertes. Et quand elles sont croquantes, mais croquantes pas sans force, croquantes un peu molles, si vous voulez. Enfin, c'est toujours croquant, mais croquant comme une carotte, on va dire. Croquant comme une carotte. Alors là, c'est trop, trop bon. Vous les prenez cueillies sur l'arbre, les premières amandes, cueillies sur l'arbre. Vous ouvrez la coque et elle est croquante comme une carotte, là. Là, c'est bon, là. Et même les poules, elles adorent. Les poules, elles mangent pas les amandes qui sont au sol. Et quand les amandes commencent à germer et à se casser en deux, elles se jettent dessus, elles adorent. Et c'est là qu'elles sont les meilleures. Et ça, vous connaissez pas parce qu'on vous en vend jamais dans le commerce. Il faut avoir l'arbre pour l'avoir. Et ça, vous allez apprécier énormément parce que c'est super fort. C'est là où vous avez le plus d'énergie dans l'amande en fait. Elles sont limite en... C'est presque un stade de pré-germination finalement. Donc vous pouvez en manger parfois, parfois vous pouvez les ramasser par terre parce qu'elles ont germé. Celles-là, vous pouvez les manger direct et vous allez les manger au mois de janvier ou février, ce qui est très atypique parce que c'est des amandes qui ont beaucoup d'énergie de vie et puis qui ont résisté à tout ce qui est moisissure, etc. Elles n'ont pas pourri et elles ont germé, elles ont de la force. Bah, celles-là, vous pouvez les manger. Et vous pouvez manger celles cueillies sur l'arbre. Bah, c'est la saison, c'est septembre, ouais, c'est ça, j'ai marqué septembre. Septembre. Un seul arbre me donne des kilos et des kilos d'amandes et je les mange pas quand il y en a trop. On peut pas manger des kilos et des kilos d'amandes, c'est pas possible, on peut en manger un peu. Voilà. Contrairement à la noix où vous pouvez en manger beaucoup plus, il n'y a pas ce problème-là du cyanure. Donc planter plus de noyers que d'amandiers, en gros. Moi j'ai plus d'amandiers que de noyers. Hélas, mais c'est pas de ma faute, hein. C'est lui qui a fait des petits. Donc, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les souris adorent. Alors, à ceux qui ont peur des souris, machin. Mon chat est très content qu'il y ait des souris sur mon terrain. Il est très content qu'il y ait des amandes pour qu'elles se multiplient. Sinon, qu'est-ce qu'il va faire de sa journée? Il faut bien qu'il chasse. Voilà, donc en fait, en gros, moi je suis pour nourrir les souris pour que le chat ait la santé. Parce que je vous jure qu'un chat qui mange des souris, il a un poil et une santé bien supérieure à la nourriture industrielle que vous pouvez lui donner à manger, hein. Il n'y a pas de souci. Alors, noyer, alors ça c'est une expérience assez extraordinaire qui s'est passée. J'ai ramassé une noix un jour où il y avait de l'orage dans la rue, sur le bitume. Il y avait une branche de noyer qui dépassait d'une propriété, au-dessus d'un mur, et il y a une noix qui est tombée. Et j'avais vu une vidéo sur l'histoire de l'eau d'orage qui dynamise les semences de manière incroyable. Parce que l'eau d'orage, c'est des gouttes d'eau qui contiennent de l'énergie électrique. Et si vous avez la chance de ramasser une noix qui a pris un orage sur la tronche très puissant, où l'eau est pleine d'énergie, d'électricité, vous ne la voyez pas l'électricité, mais elle est dans l'eau, elle est stockée comme un condensateur. La noix va absorber cette énergie et ça va donner une force incroyable à l'arbre qui va croître. Donc en gros, j'ai ramassé, il y avait 3 noix dans la rue, je les ai plantées dans un petit pot l'hiver pour les faire pousser, avec du terreau. J'avais juste un hublot, pour vous dire, j'avais juste un hublot pour faire de la lumière naturelle, donc il n'y avait même pas énormément de lumière, mais ça c'est pas très grave, hein, parce que pour faire germer, il y a besoin de beaucoup de lumière. Et j'en ai vu un qui se démarquait, quoi. Il poussait 2 fois plus vite que les autres, hein. Bon, bah c'est celui-là qu'il faut mettre. Voilà. Et sachez que s'il fait ça, c'est qu'il va être balèze.
Donc prévoyez, laissez-lui de l'espace autour. Faut un rayon de 5 mètres autour minimum. Il va être balèze. Et il va vous donner beaucoup de noix. Et pour le problème du traitement des noix, c'est pas les noix qu'on traite, c'est le tronc. Il faut les peindre en blanc là, avec une espèce de mixture à la chaux là. Parce qu'en fait les parasites ils sont dans le sol et ils remontent sur le tronc, mais quand il y a de la chaux sur le tronc, j'ai trouvé la formule sur internet, je l'ai jamais fait. Mais en gros, les parasites ils peuvent plus monter l'arbre. Donc du coup vous avez des noix saines qui sont plus parasitées. Voilà, en gros c'est ça le truc. Et surtout quand vous les achetez, quand vous les ramassez, il faut tout de suite les ouvrir et puis les stocker avec le cerneau sans la coque. À l'inverse des amandes. Les amandes, vous les conservez avec la coque. Les amandes, ça n'a pas de parasites. Au pire, ça pourrit un peu, parce qu'il a flotté au mauvais moment, on va dire. Mais sinon, il n'y a pas de problème de parasites avec les amandes. Mais avec les noix, là, il ne faut pas laisser la coque. Parce que vous pouvez avoir le cerneau en parfait état, des petits parasites qui seraient rentrés mais qui n'ont pas fait encore leur œuvre, ils sont à l'état d'œuf. Et vous allez niquer tout votre stock de noix si vous gardez la coque. Donc il faut... C'est du boulot. Voilà, en gros. La noix, c'est du boulot. Alors que l'amande, c'est pas du boulot. Mais la noix, c'est meilleur pour la santé. Voilà. Noisette. Chez moi, noisette, ça marche bien. Donc ça, tout ça, ça va. Impeccable. Grosses noisettes. Elles sont délicieuses. Il n'y a pas beaucoup de... Avec la noisette, l'avantage... Alors, noisette, c'est oméga 6. Noix, c'est oméga 3. Amande, c'est oméga 6. Je sais pas s'il n'y a pas du 9. Je sais plus. Pour rappel, huile d'olive, oméga 9. D'ailleurs, un peu d'oméga 6. Et pour la santé, il faut un équilibre oméga 3, oméga 6. Et il ne faut jamais être en carence sur oméga 3. Moi, j'ai fait une analyse de sang, cholestérol. Le médecin, il fait « Oh !» 5 grammes. 5 grammes de cholestérol. Il fait « Oh !» Et puis il continue à lire, il fait « Ah bah oui mais ça va parce que ils appellent ça le cholestérol transporteur. J'ai oublié, hein, c'est le LDL je crois, je sais plus. Et le cholestérol transporteur, c'est les oméga 3. Et du coup, il fait « Ah bah ça va. Vous avez beaucoup de cholestérol transporteur, donc ça veut dire que le cholestérol ne va pas se coller sur les parois des veines pour provoquer des problèmes, des troubles cardiovasculaires ou circulatoires. Ce qu'il faut, c'est super important. En fait, les oméga 3, vous devez en manger tous les jours. Hein, vous en mettez partout. Vous en mettez dans les pâtes tièdes, vous en mettez partout. Voilà. Vous serez plus intelligent, meilleure vue, etc. Enfin, c'est super important les oméga 3. On n'imagine pas à quel point. Donc moi, je tourne à l'huile de noix tout le temps. Et c'est mieux de... Et moi, je dis toujours, beaucoup de gens ne le savent pas, mais l'huile de noix avec des noix. L'huile d'olive avec des olives. Comme ça, vous avez la totalité de l'information et vous ne faites pas ce qu'on appelle des aliments industriels. Vous avez tout. Et puis alors, une huile d'olive avec à l'intérieur des olives, comment c'est bon ça. Enfin, j'en ai déjà fait des vidéos, mais quand j'en rachèterai, je vous montrerai. Mais ça, c'est... Toutes les huiles d'olive que vous avez achetées en commerce, elles n'ont pas de goût en comparaison. Mais genre pas du tout, complètement fadasse. De l'huile d'olive avec des olives dedans, ça a du goût. Et ça, je vous le dis, ça c'est... Mourrez pas sans avoir mangé ça une fois dans votre vie. Je vous le dis. Et ça n'a rien à voir avec les petits pots à la con là, qu'on peut trouver à Leclerc. Non, ça c'est dégueulasse. Même dans le rayon bio, ça vaut rien. Non, les vraies olives qui sont bonnes, elles sont pas de chez nous. Hélas, ils pourraient. Hein. Ils pourraient, parce que dans le sud de la France, ils pourraient, mais ils le font pas. Ils ont tort. Mais c'est de vendre les olives avec 5 litres d'huile, enfin non c'est 4 litres, 4 litres d'huile d'olive avec gavé d'huile d'olive dedans. Oh là 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 là, comment c'est bon. Je pense qu'il faudrait même faire la même chose avec l'huile de noix. Si on mettait des noix dans l'huile de noix, qu'est-ce que ça donne? Bonne question. Bon, de toute façon, l'huile de noix, ça a un goût quand même assez fort, hein. Faut quand même reconnaître. Voilà. Abricotier. Oh bah je suis un peu dans la peine, hein. Alors, je les ai mis derrière l'amandier parce qu'en fait ça n'aime pas les terrains lourds. Donc les terrains très argileux, abricotier, oulala, compliqué. Alors ce qu'il faut faire quand on a un terrain lourd, il faut beaucoup l'amender.
vous allez à la déchetterie, vous récupérez le broyat des tailles de haies. Normalement, ils en donnent. Et vous lui en mettez 10 cm tous les ans au pied. Et là, il va fructifier. S'il n'a pas ça, monsieur n'est pas content, le terrain est lourd, je fais un arbre de 5 mètres et puis je te donne 3 abricots, quoi. Ça le fait pas trop, quoi. Alors je l'ai mis derrière l'amandier, pourquoi? Parce que c'est l'amandier, il fait beaucoup d'humus. La terre est beaucoup plus noire près de l'amandier. Parce que toutes ces coques d'amandes qui tombent, bah, ça fait de la décomposition de bois, en fait. La coque est un peu en bois. Donc c'était le meilleur endroit pour moi, derrière l'amandier. Mais tout ce qui est fruits à coque, hein, ça va vous faire beaucoup d'humus. Mais voilà, il a quand même du mal. Et terre profonde, hein. Quand vous achetez un terrain, vérifiez quelle est la profondeur de la terre. Si vous avez 1 mètre de terre, vous serez heureux. Si vous avez 60, c'est limite. Vous n'aurez pas, ça va être moyen, quoi. Ça définit la durée de vie de vos arbres, hein, et la taille de vos arbres, hein, et leur capacité à fructifier. Si vous avez 60 cm, proportionnellement, vous aurez moins de performance en termes de durée de vie et de performance, de résistance à la sécheresse, de résistance à tout, hein. Donc terre profonde, pour du fruitier, il faut, si on veut du résultat maximum, il faut. Prunier, prunier, c'est comme les mauvaises herbes, ça pousse partout, ça fait des petits, on en a plein. Pas de problème pour les prunes. Il y en a sur lesquels j'ai des difficultés. Ce qu'il faut, c'est sur le prunier acheter du sion, hein. Acheter du sion, presque pour tous d'ailleurs, hein. Mais là, le prunier, s'il n'est pas en sion, si vous le prenez sur grande tige de 1,80 m ou 1,50 m, ceux-là, moi, ils sont pas performants. Ceux qui performent, c'est ceux qui ont été achetés tout petits en sion, les autres, ils peinent. Donc n'hésitez pas à les prendre le plus jeunes possible, parce que les pruniers demandent de l'adaptation au terroir. Donc plus ils sont jeunes, plus ils s'adaptent. Voilà, donc il y a tout ça. Ma mère m'en a donné. Sur les 3, alors ce qu'elle a fait, c'est que je lui ai demandé parce qu'elle a des prunes incroyables dans son jardin. Et ça fait des rejets. Et je lui ai demandé qu'elle me prenne des rejets et qu'elle les mette dans des pots. Mais alors les transplantez-les uniquement quand le pot fera presque 1 mètre, quoi. Parce que la transplantation, c'est un trauma pour le prunier et faut que le tronc soit assez épais pour résister à l'hiver. En gros, c'est ça, au gel. Une fois qu'il est assez épais, que vous l'avez chouchouté pendant... vous le gardez un rejet, vous le gardez 3 ans en pot, quoi. Et après, vous pouvez le transplanter. Et alors le truc, je vous explique. Ce qui est expliqué nulle part sur Internet. Comment je pourrais prendre mon verre, par exemple? Ouais, on va prendre mon verre. On va dire que ça, c'est la motte, c'est le pot de racines. Ça, c'est les racines. On va dire que ça, c'est les formes des racines. Ce que vous faites, c'est quand vous... C'est une erreur que j'ai fait. J'ai planté 100 arbres, j'ai compris au bout du 150e comment il fallait faire. On vous dit qu'il faut démêler la racine. Mais comment? C'est tout emmêlé. C'est super facile à faire. Il faut connaître la technique. En fait, et sans casser de racines. Sans casser de racines. Démêler les racines sans les casser et facilement. Et quand je vous le dis comme ça, vous n'allez pas y arriver si je ne montre pas comment. En fait, avec votre doigt, vous faites ça, vous essayez de déliter, ça vient pas. C'est normal. Vous tournez, vous faites encore 1 cm, vous recommencez, tac, vous délitez, vous enlevez ce que vous pouvez, mais ça vient pas. Et vous continuez comme ça. Et vous faites tout le tour, tous les 1 cm comme ça. Et à un moment donné, ça va venir. Et vous allez voir la racine qui a fait le tour du pot, et vous allez pouvoir la démêler, etc. Et ensuite, vous allez dans le trou, vous allez étaler vos racines en étoile pour que ça étrangle pas. Parce que j'avais acheté un noyer qui se vendait pas à gamme vert, il me l'a vendu pas cher, il était beau, il faisait 3 mètres tout le truc. Ah, mais le pot, la racine, elle avait fait le tour. Et la racine qui avait fait le tour, j'avais pas été capable de la démêler. Et parfois, si vous avez une racine qui fait le tour et puis qu'elle ne veut pas s'en aller, vaut mieux la couper. Surtout, vous n'abîmez pas la racine pivot, mais s'il y a un truc qui étrangle,
vraiment vous n'arrivez pas à l'enlever, vous avez fait tout le tour, vous avez gratté comme vous pouvez, et c'est impossible, ça revient à l'intérieur, c'est impossible à enlever, et qu'il est étranglé, vous coupez. Parce que moi, mon noyer, enfin, il commence à avoir le jour là, mais ça lui a fait prendre 10 ans de retard, l'étranglement comme ça. À un moment donné, ça va faire un paquet, tout va fusionner, et puis ça sera plus qu'une racine, et puis après ça fera d'autres racines. Mais vous perdez 10 ans, et votre arbre il n'a pas poussé, et puis il est resté petit. Voilà, donc ça c'est la énorme connerie, c'est l'étranglement, je pense que la majorité de mes arbres, je les ai pas bien démêlés. C'est que les derniers que j'ai bien fait. Voilà. Donc si je peux vous le filmer sur le terrain, je vous montrerai, mais c'est le principe. Hein, vous ne cherchez pas à casser, vous enlevez tout ce que vous pouvez comme terre autour, et puis à un moment donné, ça va se démêler. Quoi. Voilà. Personne ne le montre sur internet. Il vous dit faut démêler la racine, mais comment? C'est fou ça. Voilà. Bon bah j'ai fait le tour. Alors deuxième avantage des arbres. Bah, en cas de guerre. Voilà, en cas de guerre. Qu'est-ce qui se passe en cas de guerre? Je vous rappelle que les nouvelles technologies, c'est des drones qui tuent tout ce qui bouge. Dès que le drone qui va en l'air, il voit un truc bouger, un char, un humain, pof, il fonce dessus, il l'explose. Et maintenant, là, ils vont mettre au point des essaims de drones. C'est-à-dire que c'est même plus, ce sera plus un drone qui attaque, mais un essaim de drones synchronisés qui attaqueront une cible. Donc autant vous dire que les chars ou n'importe quoi, ils résisteront pas. Et ils tuent ce qui bouge. Donc bah, comme on a des élités de guerre de certains de nos dirigeants, eh bien, bah, pas vu, pas pris, comme on dit. Donc sous les arbres, vous êtes protégés. S'il y a bien un truc que les militaires détestent, c'est le combat en forêt. Et ouais, c'est ce qu'il y a de pire. Alors souvent, ils essaient de brûler les forêts, mais pour brûler les forêts, il faut utiliser du napalm, et ça fait des grandes quantités de carburant mélangé à de l'huile qu'il faut répandre et enflammer. Donc le carburant, ils le gardent souvent pour les engins, et ce type de guerre-là au napalm, c'est passé un peu de mode parce que le carburant, ils préfèrent le garder pour les engins, quoi, plutôt que de faire des trucs qui brûlent. Donc ils en mettent, je sais qu'ils en mettent du napalm sur les drones ukrainiens, pour viser les chars, pour les cramer. Mais ils en mettent 1 litre, quoi. Si pour cramer une forêt, il faut en mettre... c'est plus que des canadaires qu'il faut. Donc c'est compliqué. La forêt, c'est une vraie protection en cas de guerre. Vous êtes protégé. Alors d'abord, au lieu d'avoir un été pénible, trop chaud, pendant 2 mois... non, pardon. Au lieu d'avoir un été trop... Voilà. Ce que j'ai remarqué, c'est que... Ce que j'ai prévu, c'est que le climat marocain remonte sur l'Espagne. Vous allez en Espagne, vous allez vous retrouver avec le climat du Maroc qu'il y avait... c'est pas encore le cas, mais ça va l'être. Et ça va s'arrêter à la chaîne des Pyrénées, normalement. Mais là, on a vu, étrangement, que ça a dépassé et que c'est passé dans la région ouest de la France. Donc en fait, le climat du désert, il peut remonter en France. Donc là, ça va qu'on est qu'au mois de mai, mais si ça recommence au mois de juin, juillet, août, là, vous allez comprendre ce que c'est que faire chaud au Maroc. Hein. Là, vous allez comprendre que vous ne pouvez pas sortir dehors. Hein. Vous ferez cuire les œufs au soleil. Hein. Donc en fait, l'avantage d'avoir beaucoup d'arbres, c'est que d'abord, ça vous crée un microclimat. Si vous avez une terre très profonde, l'arbre va être capable de récupérer la fraîcheur en profondeur et là toujours réguler la température sur votre terrain. Moi, j'ai pas une terre très profonde. Je dirais que vraiment pour lutter contre la chaleur en plein été, gros cagnat, il faut 2 mètres de profondeur de terre. Avec 1 mètre, ça va pas être assez efficace. Il faut vraiment aller chercher la fraîcheur très loin. Parce que quand ça cogne dur, la terre elle se met à chauffer progressivement et à faire effet d'inertie quand même. Donc vos arbres, avec une hauteur de terre classique, on va dire 1 mètre, les 2 mois d'été, les arbres, ça va juste vous apporter l'ombre, ce qui fait déjà beaucoup moins de température. Mais là, cette saison-là, même en ce moment, là, ça a plus que l'effet de l'ombre, ça a l'effet de régulateur thermique sur tout votre terrain. Les feuilles vont balancer du frais parce que le sol est encore froid. Donc là, c'est un vrai effet climatisation. Hein. Vous avez des... Là, pour vous donner un exemple, on avait construit un champ de bosse de BMX dans une peuplerée. Alors ça veut dire que c'est des endroits où il y a de l'eau très peu profond. Par canicule plein août, 5 degrés de moins dans la peuplerée. Hein. 5 degrés.
C'est vous dire que les arbres sont capables de retransmettre Et alors là, forcément, on est bien là-bas. On est à l'ombre et en plus 5 degrés de moins. Alors là, c'est le top, hein. Et c'est là où tous les pilotes BMX vont l'été en général pour rouler. Mais vos arbres vont rendre 2 fois moins pénible pour vous l'été. Mais 2 fois moins. Et 2 fois moins longtemps. Voilà, c'est le gros intérêt. Donc protection en cas de guerre et protection. Voilà. Et quand des drones attaquent, faut pas se promener dehors tout content. Non, ils vous poursuivent et puis ils vous explosent à la tronche. Là, ils sont en train d'inventer des armes, là, la technologie au service de la destruction des humains. Et vous imaginez bien, les Ukrainiens, ils font des drones, et puis les Russes vont s'y mettre, tout le monde va s'y mettre, et ils vont faire des armes à exterminer les humains, quoi. En gros, c'est ça, quoi. Tout ça parce que, pour les motifs, je les connais pas dans le détail, hein, mais bon, ils sont en guerre, ils valent guère mieux que ceux qui fabriquent les armes, quoi. Donc, il y a beaucoup d'avantages à avoir des arbres, hein. Voilà, donc je vous répète, 1000 m², sans arbres, 2000 m², 200 arbres. Et oui, si vous êtes 2000, vous pouvez mettre 180, quoi, voilà. 170, si vous voulez un peu d'espace pour jouer au foot ou pour prendre des bains de soleil, je sais pas, ça dépend où vous êtes. Si vous êtes dans le nord, vous allez forcément augmenter un peu plus vous allez faire un peu moins d'arbres dans le nord, forcément. Parce que il faut trouver que ça caille. Voilà le conseil du jour. Allez, au revoir.